Je m'appelle Marielle Larue et je suis en quête de mieux vivre les menstruations. J'invite différentes personnes pour en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Bienvenue au balado pour mieux vivre les menstruations. Salut Karine, comment ça va? Allô Marielle, ça va super bien. Oui. Merci, et toi? Oui. Est-ce que tu veux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais. Je t'ai invitée ici, là. Pourquoi tu m'as invitée? Moi, je suis naturopathe depuis 2009. Et puis, nutritionniste depuis 2015. Puis, en fait, j'ai fait un retour à la naturopathie en 2021 pour avoir plus de liberté, en fait, quand j'accompagne les femmes. OK, donc, par l'ordre... Exactement. Je suis sortie de l'ordre des nutritionnistes en 2021 pour avoir une pratique un peu plus large, justement, avec les femmes, parler plus, justement, au niveau hormonal, puis avoir la laxité, tu sais, de parler non seulement de nutrition, mais, tu sais, de suppléments aussi, de mode de vie, d'hygiène de vie, de tout ce que je voulais parler qui, je sais, font une différence au niveau des hormones pour les femmes. Puis, il n'y a pas juste l'alimentation, tu sais, donc je me sentais un petit peu restreinte. Oui, bien, c'est comme un peu le nom du balado. Là. Moi, je suis en train de réaliser que finalement, on aurait juste pu appeler ça pour mieux vivre parce que les menstruations, c'est comme juste une partie d'un tout là, de notre santé générale. Tellement. Fait que là, c'est ça. J'avais envie de t'inviter aujourd'hui pour qu'on puisse parler de santé hormonale. Mm-hmm. Puis là, il y en a santé hormonale. C'est quoi la santé hormonale? Mm-hmm. Comment tu pourrais nous décrire ça? Là? Oh, c'est une belle question. En fait, la santé hormonale, c'est, pour moi, je relie ça, dans le fond, à la santé générale de la femme. Ça va être le résultat de ta santé générale. Donc, tout ce qui se passe en amont ou, tu sais, en dessous, tu sais, derrière le rideau, va refléter comment ta santé hormonale va être. Fait que quand on parle de santé hormonale, c'est vraiment le résultat de ce qui se passe vraiment au fin fond de tes cellules. Okay. Comment ton métabolisme y va, comment tes habitudes sont en adéquation avec tes besoins, comment elles sont alignées avec ce que ton corps a besoin réellement à ce moment-ci de ta vie. Parce qu'on sait que à chaque âge, nos besoins sont très différents en tant que femme. On vit la puberté, qui est une phase très intense, c'est un début le cerveau commence à recevoir, à percevoir les nouvelles hormones, donc il doit s'ajuster à ça. Il y a beaucoup d'ajustements. Ensuite, on a les années fertiles, la grossesse peut-être, le postpartum. Après ça, il va y avoir la périménopause, qui est un autre gros ajustement du cerveau. Après, c'est la ménopause, donc il y a une multitude de phases, dans la vie d'une femme qui vont changer nos besoins. Alors, santé hormonale, c'est très variable selon où est-ce qu'on est, dans quelle phase de vie on est. Et puis, ça va différer aussi selon la femme. C'est quelque chose de... C'est ça qui est complexe, hein? C'est complexe, oui. Oui. C'est pas... Je m'ennuie pas dans ma job. C'est ça, c'est complexe en soi, de par tout ce qui peut influencer, mais c'est que les mêmes choses, les mêmes habitudes peuvent être vécues totalement différentes par une autre personne. Complètement, parce que là, on parle de génétique, en fait, puis d'épigénétique. Okay. Fait que selon notre phénotype, fait que oui, les gènes vont influencer une partie de notre santé hormonale et notre santé générale. On parle de 10% environ. Fait que c'est pas beaucoup, là. Tu sais, on a un 90% de jeu, là, sur tout ce qui va influencer l'expression de nos gènes. Puis c'est ça qui est important. Okay. Fait que ce 90%-là, on a chacune un phénotype différent, c'est-à-dire que comment nos gènes vont naturellement s'exprimer va être différent pour toi que pour moi. Juste pour préciser, phénotype, là, c'est comment quoi donc de la génétique? Alors, c'est comment le gène va s'exprimer. C'est une partie du gène. C'est ce qui s'exprime du gène, en fait. OK. Donc, il y a comme l'ADN, justement, le code génétique et tout. Puis là, son expression, est-ce que tu as les cheveux blonds, les yeux verts, ça, c'est le phénotype. OK. Alors, dans la santé hormonale, comment on pourrait relier ça, c'est qu'il y a une certaine femme qui va être, par exemple, plus sensible au cortisol ou plus sensible à avoir de l'hypothyroïdie ou plus sensible à avoir une insuline ou un glucose plus élevé, un taux sanguin de glycémie, de taux de sucre dans le sang plus élevé. Alors, tout ça va influencer la santé hormonale.
de la femme. Fait que, tu sais, on a chacun notre type naturel. Fait que c'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est tellement, c'est ça, c'est tellement, on est tellement loin dans la société, on est tellement en retard. Vraiment, là, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire dès l'adolescence pour mieux se connaître. Tu sais, par exemple, que le médecin fasse automatiquement, tu sais, ou presque, là, pourquoi pas automatiquement, des tests sanguins, tu sais, assez jeunes pour qu'on voit, OK, est-ce que tes androgènes sont élevés naturellement? Est-ce que tu es plus propice à avoir le SOPK, tu sais, le syndrome des ovaires polykystiques, par exemple? Est-ce que tu vas avoir un excès d'oestrogène toxique, tu sais, qui va te rendre susceptible à l'endométriose ou, tu sais, ou à des gros SPM ou tout ça, c'est des tests qui sont disponibles en ce moment? Ben, c'est des prises de sang. Tout simplement, des prises de sang hormonales qu'on peut faire à tout âge. Mais c'est rare que, tu sais, à moins qu'on ait vraiment un problème là, de santé, c'est rare que le médecin il va proposer ça à l'adolescence, par exemple. Mais là, la question, c'est pourquoi? Tu sais, si on est dans la prévention, ça coûte moins cher à la société. Ah oui, mais ça, c'est la grosse question du système médical, c'est qu'on n'est pas dans la prévention. Alors, tu sais, mon rêve, en fait, puis, tu sais, c'est pour ça que je fais ce que je fais, c'est que je vois qu'il y a un gap, là, tu sais, il y a un manque et je veux essayer de combler le manque, mais c'est sûr que je peux pas être toute seule parce que c'est énorme, là. Mais mon rêve, c'est que, justement, par exemple, des femmes comme moi qui travaillent là-dedans, avec les médecins, on travaille en synergie puis en équipe pour soutenir, tu sais, la santé de la femme puis de l'homme, tu sais, de n'importe qui, là. Mais il y a tellement de gaps, là, justement, entre les domaines puis même les médecins entre eux, hein. On sait à quel point les spécialistes sont complètement... tu sais, ils se parlent pas, là. Le gynéco, il va pas parler à l'urologue, il va pas parler tu sais, à l'endocrinologue, au médecin de famille, tu sais, tout est très, très séparé. Donc, on a la beauté de ça dans le sens où ils ont développé des expertises extrêmement précises et merveilleuses, qui peuvent nous sauver dans bien des cas. Mais au niveau de la prévention, il y a vraiment un grand manque. Puis, ben, c'est là que vient mon rôle, d'essayer de prévenir puis d'éduquer, parce que, si on comprend pas ce que notre corps nous dit par les symptômes, puis même sans qu'on ait de symptômes nécessairement, si on comprend pas notre corps de femme ou d'homme, on peut pas agir, on peut pas faire des choix au quotidien qui vont être bénéfiques pour notre santé à long terme. Puis prévenir les maladies, mais juste comme aussi encourager le bien-être, encourager une santé jusqu'à la mort. Le but, c'est pas de vivre le plus longtemps possible, c'est d'être en santé et puis être en pleine vitalité le plus longtemps possible. Puis les femmes, c'est quasiment un risque de santé être une femme, malheureusement. On part un petit peu avec un désavantage. De par le manque de recherche, tu veux dire? Par le manque de recherche, mais c'est que la femme est tellement sensible à son environnement. Nos hormones féminines sont extrêmement sensibles à tout ce qui est débalancement, toxines, perturbations, stress, etc., qu'on est vraiment pas, désavantagé, je pourrais dire, au niveau de la santé en général. Parce qu'on va être plus affecté, supposons, un perturbateur endocrinien, mettons le parfum. Exact. On va être plus, nous, notre santé hormonale va être plus perturbée que celle d'un homme. C'est ça. Complètement. C'est ça. On est plus à risque de faire, des SPM. Puis, c'est prouvé, là, ça, par la recherche, qu'on a bien plus de risques de plein de maladies qu'un homme, par exemple, plus de risques d'hypothyroïdie, endométriose, SOPK, ça, les hommes n'ont pas, ils n'ont pas ces risques-là, mais il y a une femme sur 10 qui est diagnostiquée d'endométriose, puis une autre femme sur 10 qui est diagnostiquée SOPK. Avoir ça, mais c'est les diagnostics. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus que ça, là. Sûrement. Puis une femme sur 10, c'est 10% de la société. C'est immense. Mais de la société des femmes fertiles, on va dire. Mais, puis tu sais, on a reçu Marie-Ève Gaudreau d'Endométriose Québec. Puis ce que tu disais, là, de les spécialités, les médecins spécialistes qui se parlent pas, elle a constaté que ça a été un gros problème parce que, tu sais, c'était l'urologue, non, il n'y a pas de problème. Le gynécologue non plus. L'endocrinologue, tu sais, tout allait bien.
mais finalement, quand tu prenais un pas de recul puis tu regardais de manière holistique dans son ensemble, là, OK, bon, mais là, il y a quelqu'un qui a amené l'hypothèse de l'endométriose, puis, tu sais, fait que elle l'a sûrement dit, mais ça prend à peu près 10 ans à diagnostiquer une femme d'endométriose en moyenne. Parce que c'est des symptômes tellement vastes, ça peut être lié à toutes sortes d'affaires. Mais ce que tu disais, parce qu'en fait, en ce moment, c'est qu'il fallait faire une laparoscopie ou une radiographie ou être bien chanceux, entre guillemets, puis d'avoir un kiss qui explose pendant qu'il y a une échographie. Parce qu'elle, c'était ça qui est arrivé. Fait qu'elle dit, un kiss chocolaté, peut-être que c'est un signe d'endométriose. Puis, tu sais, bien candidement. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est ça, s'informer puis de voir les choses dans son ensemble, là, pas juste. Il n'y a pas juste une facette. C'est pour ça que la médecine fonctionnelle me passionne tellement, parce que c'est là qu'on regarde la personne justement dans son ensemble de façon holistique. Puis on va pas traiter le symptôme, on va aller voir qu'est-ce qui se passe en dessous pour que le symptôme s'exprime. Qu'est-ce qui a fait que le symptôme est là, tu sais. Puis, tu sais, le corps, il nous dit jamais quelque chose pour rien. Il y a toujours une raison à nos symptômes, puis son but à notre corps, c'est toujours de garder l'homéostasie, qui est son équilibre propre interne. Il veut toujours garder l'équilibre. Okay. Son but, c'est de guérir, c'est d'être tout le temps comme à son milieu où il est bien. Donc, quand on a des symptômes, c'est le corps qui nous dit « j'ai besoin de ça, je suis en train de faire ça pour revenir à mon équilibre ». Fait que si la personne, tu sais, si on nous a pas appris à s'écouter, à nous écouter, ben là, on peut comme mettre ça, on peut tasser ça, là, tu sais, puis le plus possible. Et là, on n'écoute pas les symptômes, on n'écoute pas. Puis là, à un moment donné, ben oui, la grosse maladie apparaît parce qu'on s'est pas écouté depuis tellement longtemps. Mais comme à la base, le corps veut toujours revenir à l'homéostasie. Il veut toujours être bon. Il est bon pour nous. Ouais. Fait que souvent, c'est qu'on voit le corps ou les symptômes comme étant mauvais, puis il faut taire les symptômes. Puis là, ça nous amène à l'autre sujet que, comme par exemple, il y a tellement de femmes qui m'arrivent en consultation puis qui vont me dire j'ai des gros SPM, syndrome prémenstruel, avant mes règles c'est l'enfer, j'en ai qui veulent se suicider souvent là, depuis des années. Puis mon médecin, tout ce qu'il me dit à chaque fois, c'est pilules et antidépresseurs. C'est la seule solution qu'ils ont parce qu'ils veulent masquer les symptômes. Mais les SPM que cette femme-là vit sont là pour une raison. Le corps veut lui dire quelque chose, qu'il y a un débalancement en dessous de tout ça. Fait que si on fait juste masquer les symptômes, on fait juste perdurer le fait que le corps va vivre en déséquilibre encore plus longtemps. Fait qu'on règle rien, puis même qu'on empire parce qu'on étouffe. Ouais. Qu'on veut paraître correct, parce qu'il faut être correct dans la société. Oui, je vais bien. Oui, je vais bien. Mais c'est toujours en surface. Fait que si on voit pas qu'est-ce qui se passe en dessous, puis on va pas explorer ça, comment on peut remettre l'équilibre dans le corps, on va toujours vivre avec ce déséquilibre-là, puis la femme va traîner ça toute sa vie, puis ça va être encore pire en périménopause puis en ménopause, tu sais. Fait qu'il faut vraiment apprendre à s'écouter. Comment qu'on fait? As-tu des exemples? Mais ça va être propre à chacune, donc ça dépend des symptômes. Mais tu sais, c'est justement d'entrer en amitié avec son corps, en collaboration. Justement, tu sais, de ne pas le voir comme un ennemi. Puis ça, c'est un gros sujet pour les femmes aussi, parce qu'on est tellement habitués à ces jeunes de mouler notre corps, selon les besoins de la société. Ils veulent qu'on soit mince et gentil et tout ça, tu sais. Fait qu'on apprend à laisser paraître une partie de soi, puis à essayer de se mouler justement dans un moule de société qui fait qu'on s'écoute plus. Donc là, c'est de revenir à mais attends, pourquoi je fais ça? Puis pour qui? Pour qui je fais ça, là? Puis notre instinct, notre petite voix intérieure. Oui. Quand quelque chose nous semble pas normal. Ben oui, petite voix, mais grosse voix, là. Tu sais, cette voix-là, elle est souvent criante chez nous, mais tu sais,
on veut tellement pas l'écouter parce qu'elle fait peur, parce que... Des fois, elle dérange nos plans aussi. C'est sûr, c'est une belle perturbatrice de ligne droite. C'est sûr, tu sais. Fait que être une femme, c'est vraiment, pour moi, c'est une initiation, tu sais. C'est la plus grande initiation parce que ça nous apprend à complètement marcher sur un fil, tu sais, de constamment se reconnecter à soi-même, puis d'être tellement à l'écoute de nos besoins que justement, il y a plus de qu'est-ce que la société veut de moi, c'est moi, qu'est-ce que j'ai besoin là pour être bien, pour être sur mon X, on peut dire, tu sais, pour me sentir alignée avec moi-même dans ma vie. Fait que puis c'est une initiation dans le sens où, comme tu viens de le dire, ça peut déranger ce qu'on a réellement besoin. Fait qu'on n'a pas appris. À court terme, mais la réalité, c'est qu'à long terme, comme l'image du masque à gaz, il faut d'abord s'occuper de nous-mêmes, puis on va être bien plus utile à la société si on se sent bien. Et oui. Puis, versus patcher à court terme ce qu'il y a à faire. T'sais. Puis on va donner l'exemple. Oui, aussi. C'est enfants. Puis on sait que aux c'est autres tellement beau. Aussi, aux amis. Aux autres, à n'importe qui, on donne la permission aux autres d'être qui ils sont, justement, l'être authentique qu'ils sont. Donc, c'est que notre santé en tant que femme, elle dépend non seulement de facteurs physiques, mais beaucoup émotionnels, comme on est en train de toucher beaucoup au côté psychosomatique, psychologique, émotionnel, les traumas dans notre vie qui vont s'imprimer en nous, qui vont influencer notre physique. Fait que c'est extrêmement large, comme sujet, justement, si on revient à ta question, c'est quoi la santé hormonale? Ben, c'est tout ton histoire, ton passé, non seulement relationnel, psychologique, comment tu as vécu dans ta famille, puis, tu sais, je suis pas psychologue, là, c'est pas ça que je fais avec mes clientes, mais je veux juste dire que ça influence notre santé hormonale aujourd'hui en tant que femme. Ben déjà, tu dis je suis pas psychologue, mais déjà, si tu identifies que, OK, il y a peut-être un trauma qui influence, tu sais, déjà, ça peut amener vers une piste de solution. Tu sais, peut-être aller consulter une psychologue. Oui, c'est ça, je vais référer, c'est sûr. Dans ce que j'aime beaucoup, en fait, référer, c'est des travailleurs somatiques, là, je peux dire, là, des thérapeutes, en fait, plus somatiques. Ça, je trouve que c'est une profession qui n'est pas assez connue en ce moment. Qu'est-ce que c'est? Oui, veux-tu nous en parler brièvement? Fait que c'est des gens, ça, je suis pas formée là-dedans, mais ça me passionne parce que, petite parenthèse, en fait, je suis devenue naturopathe en 2009 à la suite d'un burn-out. Fait que je suis rentrée dans cette voie-là naturelle parce que j'avais un besoin, justement, au niveau du système nerveux. J'avais 24 ans là, dans ce temps-là, puis c'est jeune quand même, 24 ans, faire un burn-out. Fait que je comprenais pas, je me sentais différente, je me sentais poche, c'est honteux, là, presque, faire un burn-out à cet âge-là. Fait que je voulais tout savoir, je voulais tout savoir pour me remettre sur le piton, là, le plus vite possible. Puis, fait que, le système nerveux m'a toujours passionnée. Moi, ça a toujours été ma passion numéro 1. Puis après ça est venue la santé hormonale parce que je voyais à quel point il s'influençait. Mais dans le fond, le travail somatique, c'est vraiment d'aller voir comment tes émotions dans ton corps, ils s'impriment, puis ils s'expriment. Alors, c'est vraiment comme Puis il y a plusieurs approches, là, j'imagine, mais avec ma thérapeute somatique, qu'est-ce qu'on fait? C'est que, par exemple, disons que j'arrive, puis elle va me demander « Comment tu te sens? » OK. Puis là, comment je me sens? Fait que je vais vraiment fermer mes yeux, je vais ressentir, regarde, j'ai comme une petite boule ici, là, ça chatouille. Ça chatouille. Puis ici aussi, ça chatouille ici dans ma gorge. Elle va dire, OK, peux-tu aller comme plus me décrire qu'est-ce qui se passe? Je vais continuer, décrire les sensations. Puis c'est juste en observant, vraiment, vraiment avec attention et présence, les sensations de notre corps, que ça va se dissoudre et qu'on va graduellement être capable d'aller chercher les traumas qui se sont installés plus profondément dans notre corps, dans nos cellules, et qu'on va aller comme déconstruire ces traumas-là. Parce que souvent, on vit notre vie avec des gros traumas, à l'intérieur de notre corps, sans trop le savoir, parce que notre corps s'est adapté, puis il le sent plus vraiment.
Mais tu sais, la bosse que t'as dans l'épaule, puis là, la grosse boule dans le ventre, puis comme l'épaule qui jambe, puis tu sais, toutes ces affaires-là comme du corps qui essaie de s'adapter à des traumas, ils sont là pour quelque chose aussi. Puis il y a quelque chose qui est imprimé là qui empêche l'énergie de circuler. Donc, d'aller déconstruire ça, ça défait des couches de défense du corps, puis ça diminue, tu sais, au niveau hormonal. Pourquoi ça m'intéresse, c'est que ça va vraiment venir diminuer, tu sais, les taux de cortisol, par exemple. OK. De reconnaître notre douleur, tu sais, de se valider soi-même. Oui. Ah ouais, c'est super intéressant ça. Parce que souvent, on va juste dire, tu sais, moi, ça fait longtemps que je médite aussi, tu sais, je médite, je fais de la méditation vipassana depuis 2008 aussi. Je suis prof de yoga, tu sais, fait que ça fait longtemps, je suis prof de breathwork, fait que ça fait longtemps que je suis là-dedans. Mais c'est comme si on va jamais assez profondément, je trouve, puis le fait d'aller vraiment acknowledger, là, tu sais, là, comme valider là, les micro-sensations qu'on peut vivre, ça fait que ça nous dissout les tensions à l'intérieur, puis on crée de l'espace, en fait. Puis c'est comme si on envoyait plein d'amour à nos cellules, puis on dit, regarde, je te vois, puis c'est correct que tu sois comme ça en ce moment, c'est correct que tu te sentes comme ça, puis il y a vraiment de l'espace qui se crée à l'intérieur. Oui, mais c'est tout simple, hein, mais d'aller dans cette profondeur-là, ça prend du courage. Ouais. Parce que là, j'ai juste émis des petits chatouillements, là, tu sais, mais des fois, c'est pas moins le fun que ça, là, tu sais, les sensations. Plus intense. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est un petit peu l'approche psychosomatique que les gens qui ont de la douleur chronique aussi vont prendre, tu sais. Il y a des gens qui sont formés là-dedans aussi, en méditation de pleine conscience, à laquelle je suis formée aussi. Fait qu'on invite à rentrer dans la douleur, tu sais, puis à rentrer dans les sensations du corps. Fait que c'est toutes des choses qui se ressemblent, mais tu sais, un thérapeute somatique peut plus aider une personne qui n'a pas nécessairement de douleur chronique, mais qui peut avoir des petits traumas enfouis, puis qui va un petit peu nuire ou, tu sais, bloquer l'évolution ou l'avancement si on veut travailler au niveau hormonal, puis on sent que ça bloque au niveau du système nerveux, bien ça peut être une approche qui est intéressante. Mais c'est super intéressant, tu dis de s'écouter. Puis, est-ce que les prises de sang que tu nous parlais au départ, là, est-ce que ça peut nous aider aussi à mieux nous connaître? Complètement. Puis, tu as des exemples à nous donner? Ça prend des personnes qui sont capables de lire ces résultats-là? Oui. Je me souviens plus c'est dans quel... je sais pas si c'est de l'automéno. En tout cas, il y a quelqu'un qui disait j'ai demandé de faire mon test d'hormones. Puis là, la médecin a dit non, mais c'est parce que moi, je sais pas comment lire. Ouais, je pense que c'est dans l'automéno. Puis là, parce que sinon, il fallait qu'elle aille au privé. Puis là, en tout cas, mais c'est ça, faut savoir lire. Est-ce que c'est tous les médecins tranquillement qui s'en viennent former là-dedans? Non, tu m'as pas du tout. C'est ça, tout. Non, c'est certain. Il faut avoir l'intérêt. Voir des nutritionnistes? Pas nécessairement non plus. Il faut avoir quelqu'un qui est spécialisé en hormones. Ça l'intéresse. Okay. Moi, j'ai fait la formation aussi avec Sylvie Demers, qui est la queen de l'hormonothérapie au Québec, qui forme les médecins. Fait que j'ai la même formation que les médecins. C'est juste que je peux pas prescrire les hormones naturellement parce que je suis pas médecin. Mais je peux suivre la personne, puis je peux lire justement les taux, les prises de sang. Mais c'est pas tout le monde, non. Fait qu'il faut trouver un médecin. Puis, on peut aller sur le site, en fait, de Dr. Sylvie Demers. OK. Il y a une liste de professionnels de santé, justement, qui ont fait sa formation. Fait qu'ils sont supposés de savoir lire. Mais tu sais, ça prend vraiment un intérêt personnel. Puis, c'est même pas tous les gynécologues, là, du tout, qui sont capables de lire. Parce qu'il y a les valeurs normales, mais il y a les valeurs optimales aussi. Fait que ça, c'est plus de la médecine fonctionnelle, encore une fois. Fait que, au Québec, on a beaucoup de chemin à faire encore. Aux États-Unis, on peut dire qu'ils sont comme 20 ans à l'avance là, sur nous. Là, ouais. Mon Dieu. Moi, à chaque fois que je me forme, c'est avec des écoles aux États-Unis. Là. OK. Ouais. Mais avec les résultats des prises de sang, ça peut nous dire on a tendance à, mais ça ne va pas venir, mettons, diagnostiquer l'endométriose. Ça veut dire que tu as des tendances à. C'est ça. Ben, par exemple, pour l'endométriose, on sait que c'est un trouble qui est plus auto-immun. L'excès d'œstrogène toxique, oui, va encourager cette réaction auto-immune-là, mais
on peut voir l'inflammation dans le sang. Ça, on peut le voir, les taux de CRP, par exemple. Puis, on peut voir s'il y a une caractéristique d'auto-immunité. Là. Oui, dans le sang, il y a tous les anticorps, par exemple. Mais on ne peut pas voir au niveau des oestrogènes toxiques. Parce que ça, c'est au niveau des métabolites des oestrogènes qu'on appelle de l'estradiol. Fait qu'il y a plusieurs types d'oestrogènes. Les métabolites. Oui, j'y ai. OK, ouais, excuse-moi. Tranquillement, je suis partie. Donc, tu sais, quand on dit oestrogène, c'est une grande famille. Il y a plusieurs types d'oestrogènes, donc 3 grands types. Donc, l'estradiol, qui est nos oestrogènes principaux de fertilité. Quand on parle d'oestrogène, c'est souvent d'estradiol qu'on parle. Okay. Après ça, il y a l'estriol et l'estrone. L'estrone, c'est à la ménopause, puis l'estriol, c'est ce qu'on produit pendant la grossesse. Ah, OK. Fait que c'est des différents types. Mais pas qu'on a tout le temps, là. Non, on a tout le temps les 3, oui. Ah, OK. Fait à différents niveaux. À différents niveaux, okay, exactement. Okay. Puis les métabolites dont je parlais, donc c'est de l'estradiol. Puis ça se passe dans le foie. Fait que c'est le foie qui est responsable de diriger, disons, la transformation en différents métabolites. Donc, il y a 3 principaux métabolites de l'estradiol qui seraient les 2, numéro 2. On va les appeler, il y a des chiffres là, pour nommer, là, tu sais, c'est des formules moléculaires. Là, fait on va les appeler les 2 qui sont les bons, les protecteurs. Ça, c'est les bons estrogènes. OK. Fait qu'eux autres, ils diminuent nos risques de cancer du sein, ils nous donnent la libido, ils nous donnent le beau teint, la belle peau pulpeuse. Tu sais, c'est lui qu'on veut, là. Okay. L'énergie, etc. Les 4 et les 16, c'est des oestrogènes qui sont beaucoup plus actifs, qui sont plus dangereux. Donc, ils vont être, c'est ceux-là qu'on appelle toxiques, en fait. Et que c'est nous qui produisons? Par le foie, exact. Selon notre alimentation, le stress, les toxines environnementales, la génétique aussi. OK. A un impact. Oui, on a tendance à... Ouais. C'est ça. Fait qu'il y a tous ces facteurs-là. Mais tu vois, on a un grand impact, là, justement, sur comment le foie va diriger ses métabolites. Okay. Donc, tu sais... Quand on a le stress, par exemple, là, non, ça n'impacte pas. Mais dans le fond... Ah oui. C'est parce que j'ai en traitement de fertilité longtemps, j'ai les ovaires polycystiques, l'endométriose aussi. Oui. Et puis là, ce qu'on entend le plus souvent, c'est arrête de se penser, arrête de stresser. Oui, mais j'essaie. Tu sais, c'est sûr que si on y pense beaucoup, des fois, on a tendance à plus stresser, tu sais, c'est sûr, mais on peut pas minimiser l'impact du cortisol sur les hormones. Okay. On sait que le stress va augmenter les mauvais métabolites. Ouais, okay. Tout comme l'alcool. Okay, ouais. L'alcool est un gros facteur. Les toxines environnementales, les BPA, phtalates, PFAS, tout ce qui est plastique, là, ça vient vraiment augmenter. Peux-tu démystifier là, qu'est-ce que c'est les perturbateurs endocriniens? Où est-ce qu'on en trouve? Partout, tu l'as. Oui, partout. On en fait en ce moment. Tu sais. Donc oui, il y en a partout. On ne pourra jamais être dans un environnement à 0 perturbateurs endocriniens. Puis même si on arrêtait de fabriquer du plastique aujourd'hui, là, partout dans le monde, il en resterait tout le temps, toute notre vie partout. Parce que ça se dégrade pas ou peu, tu sais. 500 ans. C'est des milliers d'années, ça prend des milliers d'années, là. Okay. Fait que, tu sais, c'est ça. Toutes les générations seraient exposées au plastique. Fait qu'il y en aurait tout le temps, là. Donc, faut pas virer fou. Mais on peut quand même faire notre possible pour les réduire dans notre environnement. Ce qu'on sait, on peut contrôler. Oui, exactement, c'est ça. Donc, chez nous, puis tu sais, chez la femme, je me souviens plus des chiffres exacts, mais tu sais, la femme met à peu près au-dessus de 200 produits chimiques sur elle chaque jour. Si elle se maquille, met du poly à ongles, du parfum, etc., de plus que l'homme, tu sais. Puis si elle achète ses produits en pharmacie, par exemple. Donc, premièrement, moi, c'est toujours de moins bonne qualité en pharmacie que dans les places. C'est sûr. Pour moi, les pharmacies, là, c'est le McDo des crèmes, des déos, des pâtes à dents, des médicaments, des suppléments. C'est le McDo. Même que ce soit un beau Pharmaprix, là, très chic, là. Sur Saint-Laurent, tu sais. Fait que, tu sais, je dis toujours aux femmes, achetez pas vos crèmes, là, achetez pas vos produits corporels, là, achetez pas vos suppléments, là, s'il vous plaît. Tu sais, toutes les marques qu'on nommera pas, là, qui sont en pharmacie, ça, c'est le McDo des suppléments. Tu sais, fait qu'on aura plus de
de métaux lourds, par exemple, qui seront dans ces suppléments-là. Se nuire. On vient en fois plus se pensant- nuire, tu sais, au bon vieux Centrum. Là, Ouais. des fois, c'est pire d'en prendre que de pas en prendre, là, tu sais, oui. OK. Fait qu'on évite ça le plus possible. OK. Mais ce qu'on trouve dans les magasins naturels. Oui, en général, c'est vraiment mieux. OK. Pour les OK, suppléments, OK, OK. c'est ça. Faut quand même, il y a différents grades de suppléments, Ouais. comme dans n'importe quoi, là. OK. Mais en général, c'est mieux, oui. OK. Je dis pas qu'il y a aucun supplément non plus en magasin naturel qui sont entièrement dénués là, de métaux lourds non plus. Non, mais on a bien senti là, ta nuance dans ton Oui. voix. C'est mieux. C'est mieux, c'est ça, exactement. C'est pas parfait, mais Ouais, OK. Donc- Le parfum aussi, je pense qu'on minimise ça. Là. J'avais jamais pris conscience de ça. J'attends qu'il y ait quelqu'un qui m'amène ça. Puis je fais, ah, OK. c'est volatile, hein? C'est des... Parce que, tu sais, quand on parle de plastique, c'est pas juste le plastique qu'on voit. Il y a beaucoup les nanoplastiques dont on parle Oui. en ce moment. Il y a les microplastiques, puis il y a les nanoplastiques. Fait que les micros, c'est vraiment... Je me souviens plus des tailles, là, mais tu sais, c'est presque perceptible à l'œil nu, peut-être. Puis on en retrouve dans le placenta, on en retrouve vraiment dans le sang, dans les bébés naissants. C'est assez triste, mais les nanos aussi, puis les nanos sont encore plus petits, puis sont vraiment microscopiques, et ça, ils vont voyager dans le cerveau, tu sais, puis ils vont se loger dans nos tissus, puis ils peuvent rester là longtemps, Ouais. puis ils vont perturber notre métabolisme en tant que tel. Ben, t'as-tu vu récemment, là, il y a une étude qui est sortie qui ont vu le premier nanoplastique dans un follicule. Ah ouais, ben c'est ça, ça va partout, ça m'étonne pas du tout. Tu dis dans les tissus, tout ça, puis ça reste longtemps. Ça reste longtemps, exact. Puis là, le danger, ben, c'est les conséquences à long terme. Ouais. Tu sais, ça vient perturber. Le fonctionnement de la mitochondrie, de la cellule, tu sais, chaque cellule a comme 1000 à 2000 mitochondries qui sont comme la petite usine. C'est plus près d'une bactérie, la mitochondrie. Okay. Là, ça, c'est mon petit côté geek biologique, là, biologiste. Ah, ça m'intéresse pas. Fait que la mitochondrie, c'est comme un dérivé de bactéries. OK. Okay. Elle a plus le métabolisme d'une bactérie. Puis nous, il y a beaucoup de biologistes qui vont dire que on est juste là sur la Terre pour porter nos mitochondries, puis on est comme des porteurs de bactéries, dans le fond, là. Puis eux autres, ils ont leur intelligence propre, puis ils fabriquent l'énergie dans la cellule, l'ATP, qu'on appelle. Puis ils vont fabriquer des hormones aussi. Fait qu'ils ont tous leurs petits agendas là, propres. Là. Dans une cellule. Une seule cellule. Ouais. C'est comme un microbiome, un microbiote de la cellule en tant que tel. Peut-être que c'est simple. Oui. Mais microbiome, c'est vraiment dans l'intestin, c'est des bactéries, là, comme tu dis. Mais oui, on pourrait. Mais ça sécrète aussi des hormones dans l'intestin. Ça a comme son propre métabolisme, là, on pourrait dire. Là, oui. Oui, t'as raison. Je pense de plus en plus, on commence à y croire là, que notre intestin, c'est un deuxième cerveau. Mais c'est complètement ça. Là. Ouais. On a 5 livres de bactéries dans notre ventre. Là, on porte énormément de bactéries. Là. Il y a 100 fois plus de bactéries dans l'intestin que de cellules dans notre corps. Mon Dieu. 100 ou 1000, je me souviens plus. Mais c'est beaucoup plus. C'est énorme. Oui. Puis là, tout ça, ça vient influencer la santé hormonale. On parlait aussi, là, le cycle menstruel est perçu comme un 5e signe vital pour un peu... C'est notre 5e cycle vital ou 6e. On en parlait tantôt. On n'est plus sûr si c'est le 5e ou 6e parce que théoriquement, on en a 5. Fait que ça serait plutôt notre 6e. Mais bon, dans le fond, tu sais, tout ce qu'on vit dans notre cycle menstruel, puis quand on parle de cycle menstruel, c'est pas juste les saignements, les règles. Tu sais, on peut dire tous les symptômes que la femme vit qui vont être en accord, dans le cycle menstruel, qui vont pouvoir être reliés aux hormones, par exemple. Ce sont des signes vitaux. Tu sais, moi, je mettrais tout ça dans le 5e signe vital pour dire justement qu'est-ce qui se passe de pas correct en dessous, là, derrière le rideau, comme on disait tantôt. Fait que c'est pas juste la quantité de tes saignements, si t'as des crampes ou pas, si ton sang il est clair ou s'il y a des caillots. Oui, tout ça, c'est vraiment important. Puis ce sont des questions que le médecin devrait nous poser dans nos années fertiles automatiquement. Et si on a un médecin qui ne nous le pose pas, on a le droit, nous, de le dire. C'est certain. Ouais. Mais encore là, comme on dit tantôt, est-ce que le médecin va être réceptif ou à l'intérêt. Comment l'interpréter. Exactement, ça c'est autre chose.
Fait que t'as mon point. C'est ça. Parce que ça se peut que la conversation termine là, tu sais. Il y en a, Caillot, tu sais, OK, je sais pas quoi faire avec. Ça me dérange, tiens. C'est ça. Ben, voilà la pilule, puis un antidépresseur, puis c'est pas bien allé. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Donc, fait que, tu sais, tous les symptômes que la femme vit en lien avec ses hormones font partie de notre 5e signe vital pour moi. Ouais. Parce qu'ils vont tous donner de l'information par rapport à nos hormones puis à notre métabolisme. Puis si on pouvait être plus formé là-dedans, tu sais, si les médecins étaient plus formés, si c'était plus connu, tout ça, si on était plus éduqués nous-mêmes, en fait, c'est ça l'important, c'est que nous-mêmes, on soit d'abord éduqués par rapport à notre corps, notre système hormonal, puis qu'on sache, c'est pas tout, là, mais la base, là, au moins, là, un petit peu plus que... Ben, déjà, savoir s'écouter, savoir quoi écouter, tu sais. Parce que des fois, J'écoute, j'entends rien. Oui, des fois, il y a ça aussi, Non, mais parce qu'on a tellement appris à... Ben, c'est ça, exactement, à enfouir, puis dire non, ça va bien, puis dire non, ça, c'est pas important, mais alors que pour une autre qui a été élevée autrement, va le voir que c'est pas un problème, tu sais. Ouais. Fait que oui, s'éduquer, comme tu dis. C'est sûr, c'est ça. Fait que, tu sais, plus on va s'éduquer, plus... Parce que ces signes-là sont des précurseurs, tu sais, disons, troubles plus graves plus tard, de maladies métaboliques, par exemple, de résistance à l'insuline, de dépression, d'anxiété, de maladies cardiovasculaires, de démence, d'Alzheimer. Tu sais, toutes les maladies qu'on voit qui sont chroniques dans la société, les SPM, tu sais, sont des précurseurs, sont comme des signes de maladies chroniques. OK. Les bouffées de chaleur en sont. OK. Les bouffées de chaleur sont précurseurs, ou pas précurseurs, c'est pas le bon mot, mais ils sont indicateurs, peut-être, d'une possible... que la femme s'en va vers plus de démence. OK. T'sais, fait qu'il y a beaucoup de liens à faire avec les symptômes que la femme vit. Puis, oui. Quand on voit ce symptôme-là, là, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire à part juste de voir que la démence s'en vient? Non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il est trop tard quand on voit le signe? Non. Ou, Il n'est jamais trop tard. Bon, parfait. Il n'est jamais trop tard. Jamais. Même à 70 ans, là, si la femme a encore des chaleurs, il y a toujours quelque chose à faire. OK. Bon, ben moi, c'est rassurant. Ben oui, je veux pas dire ça pour faire peur aux femmes. Au contraire, tu sais, je veux donner de l'espoir. Oui. Puis, tu sais, il faut juste comme informer, dans le fond. Puis pas minimiser, hein, parce qu'on apprend tellement à vivre avec nos symptômes et notre douleur est tellement minimisée dans la société, puis ça part de nous. Donc, tu sais, oui, il y a plein de choses à faire, puis c'est que... Là, c'est un autre sujet. Tu sais, on pourrait ouvrir le sujet de la périménopause, par exemple, oui. qui est un grand sujet. Fait que, tu sais, la périménopause, c'est une croisée des chemins. C'est une étape de la femme elle est vraiment au croisement du Y. Donc, c'est l'opportunité pour la femme de justement écouter les signaux de son corps parce que d'habitude, après 35 ans, vers 40 ans, 42, 44, elle va commencer à avoir un petit peu plus de symptômes hormonaux. Okay. Fait que c'est l'occasion pour la femme de commencer, peut-être, ou de continuer à s'écouter et de voir d'aller chercher justement les ressources pour aller s'aider par rapport à ces symptômes-là. Puis c'est ça, pendant tout ce qu'elle va faire pendant la quarantaine, ça va dicter si elle va vivre les 40-50 prochaines années en santé ou pas. OK. Je pensais que tu voulais dire le Y, moi, pour le croisement d'avoir un cycle menstruel et de ne plus en avoir. Ça, c'était comme... OK, oui. Je parle plus de des chemins santé, oui, de pouvoir prendre action, là. Oui. OK. Donc, c'est tellement important pour les femmes dès 35 ans, en fait, qui soient sensibles à ces signaux-là de début de périménopause pour commencer, si elles ne le font pas déjà, à sérieusement prendre soin d'elles. Puis avoir un mode de vie qui est adapté
à ce qu'elle vit, en fait. Parce que souvent, la femme est au top de sa carrière. Elle a des jeunes enfants qui sont peut-être en puberté aussi. Fait que, tu sais, il va y avoir des clashs là, à la maison. Là, ça va. Fait que, tu sais, le cortisol est souvent très haut. Puis c'est souvent une période, parce que c'est la majorité de ma clientèle, je pourrais dire, les femmes en haut de 40 ans. Donc, pour moi, ça me passionne vraiment beaucoup, cette phase-là. C'est que le cortisol va être élevé, puis souvent, elles vont réaliser que la santé est comme ish, tu sais, je dors moins bien, je prends du poids, puis je change rien, j'ai plus d'énergie, j'ai plus le goût de faire l'amour avec mon chum. Il y a plein, je me sens plus anxieuse ou déprimée, mes SPM sont encore plus forts, tu sais. Fait qu'il y a plein, mes saignements sont encore plus abondants. Il y a plein de changements qui se font, puis comme la vie va tellement vite dans cette période-là que souvent, on les tasse de côté, tout ça, mais c'est que tous ces signaux-là criants du corps sont là pour dire à la femme, hey, prends soin de toi, commence à comprendre qu'est-ce que ces signaux-là veulent dire, puis commence à prendre action dès maintenant pour que justement tout le reste de ta vie, là, les 50 prochaines années, soient en santé, puis pas vers les maladies chroniques comme justement démence, maladie cardiovasculaire, diabète, toutes les maladies qui sont reliées, dans le fond, à un excès d'inflammation, puis à une résistance à l'insuline, puis à tout ce qui a pas été vu ou qui a pas été pris soin de, tu sais, avant. Ouais. Puis t'as-tu je sais que c'est différent pour tout le monde, puis que chacun va réagir différemment. Il y aurait la gestion du stress pour... Puis ça peut tellement être adapté, tu sais, la gestion du stress, là. Fait que pour une femme, ça va être... Mais, tu sais, ça va être, par exemple, d'aller marcher en nature le plus souvent possible. L'autre, ça va être de prendre des petites minutes là, de breathwork, c'est-à-dire de cohérence cardiaque, par exemple, toute simple, au travers de sa journée, pendant le travail. L'autre, elle va se mettre de la musique classique, puis ça va la transporter. Il y en a une autre qui ça va être de la danse intuitive. Il y en a une autre, ça va être des yoga nidra. Ça dépend vraiment. Puis ça dépend pas juste de nous, mais aussi nous, où est-ce qu'on est? Est-ce que notre cortisol est super élevé en ce moment? On est-tu sur la ligne de haute tension? Fait que là, on va avoir besoin de se rééquilibrer en faisant plus des choses plus calmes, tu sais. Ou on est plutôt à plat. Puis là, ben aussi, on a besoin de se reposer, mais aussi faire des choses peut-être un petit peu plus yang, tu sais, un petit peu plus comme active, comme la danse extatique, justement, ou tu sais, juste de la danse intuitive, ou être plus dans le mouvement pour nous équilibrer au niveau de ces yin et yang. Fait que ça va dépendre de la personne, ça va dépendre des jours, ça va dépendre de la phase de la vie où est-ce qu'on est, du temps qu'on a, mais il faut le faire. Puis ce que je dis toujours aux femmes, c'est que oui, votre cours de yoga une fois semaine va vous aider, là, fait qu'arrêtez-le pas, là. Mais est-ce qu'il y a des petites choses dans la journée qu'on peut faire fréquemment dans la journée qui peuvent être intégrées, insérées, puis qui vont justement te soutenir au niveau du système nerveux. Fait que c'est ça qui compte le plus. C'est au quotidien, essayer de gérer son cortisol pour pas monter dans des grandes montagnes russes, c'est d'être super stressé, puis après ça, crasher le soir, arriver, puis être une patate sur le sofa. Ouais. Donc, il faut essayer de garder un équilibre là-dedans au fil de la journée, malgré nos vies super intenses. Mais tu sais, c'est des bons petits trucs là, que tu as donnés. Là, on peut en essayer un. Si ça nous parle moins, ben, on essaye un autre. Mais tu sais, déjà d'avoir des pistes, malheureusement, c'est pas tout le monde qui a le budget pour venir te voir ou voir des professionnels comme toi. Fait qu'au moins quelqu'un qui n'a pas, mais tu vas savoir OK, il y a différentes pistes de solutions, puis c'est pas juste OK, je suis stressée, là. Oui, c'est ça. Puis c'est pas juste la méditation. Tu sais, souvent, on va penser à la méditation, mais une femme qui est super stressée, justement, femme de carrière, chef d'entreprise, tout ça, tu lui dis des fois de s'asseoir puis de méditer, puis ça marchera pas, là. Ça spinne bien trop dans son cerveau, là. Fait que pour elle, ça va être plus quelque chose d'actif, tu sais, d'écouter de la musique ou de marcher dans la nature, tu sais. Fait qu'il faut se connaître. D'où aussi l'importance de s'écouter, d'apprendre à se connaître, justement. Puis ça, c'est des trucs pour la gestion de stress. Ouais. Dans l'alimentation, y a-tu des principes de base? Puis là, tout ça va dépendre de chaque personne, je sais, mais... Il y a des risques de base quand même dans l'alimentation. Là, je pars toujours de la glycémie. Okay. La glycémie, là, le taux de sucre dans le sang, encore une fois, comme je disais,
avec le cortisol, c'est d'essayer de rester dans une zone confortable, de petites montagnes russes toutes douces. Ça va monter quand on va manger, ça va descendre un petit peu après, mais on veut pas être en hyperglycémie dans la journée ni en hypoglycémie après. Okay. Puis on voit que le cortisol est très relié à la glycémie aussi. Quand on est en hypercortisol, on boit un café, ça sécrète beaucoup de sucre dans le sang par le foie. Ça fait en tout cas, ça libère le sucre dans notre sang. Ça va nous amener en hyperglycémie aussi. Puis après ça, le cortisol, il va crasher et la glycémie aussi. Fait qu'il y a comme un jeu, ils se parlent beaucoup entre eux. Et quand on est en hypoglycémie, le mécanisme du corps pour revenir à l'équilibre encore, parce qu'il veut toujours rester là, lui, c'est de relever le cortisol, faire sécréter du cortisol pour faire monter la glycémie, parce que le cortisol va faire aussi sortir du sucre dans notre sang. Fait que là, on va tout le temps être en montagne russe comme ça, puis on se demande pourquoi le soir, on est si claqué, tu sais. Okay. Fait que c'est vraiment de gérer notre glycémie. Donc, comment on fait ça? Fait que, premièrement, on va vouloir se réveiller le matin, puis idéalement, c'est de ne pas commencer la journée avec un café à jeun. Hein, pour la femme, ça, c'est super important. Même si on met du lait dedans? Même si on met du lait. OK, oui. Ben oui, parce que le lait, en plus, il va monter la glycémie encore plus, en fait. Incluant les boissons végétales, là? Moins s'il n'y a pas de sucre, puis pas une boisson d'avoine, en tout cas, ça, c'est sûr, ça va monter la glycémie. Mais par exemple, un lait de coco gras, puis pas glycémique du tout, ça, moins. Ça va plus réguler. Mais c'est que quand on se lève le matin... quand même que quelqu'un met du lait de coco dans son café. Ça arrive. Oui, ça arrive, là, mais tu sais, dans le sens... Il y en a qui mettent du beurre, il y en a qui mettent de l'huile de coco. Keto, là, genre. Ouais. Donc, tu sais... c'est que c'est la caféine, en fait, à jeun qui va encore plus monter notre cortisol le matin. Puis, les 2 premières heures de notre lever, c'est une phase qu'on appelle le CAR, Cortisol Awakening Response. Fait que cette phase-là est très importante pour qu'on la conserve la plus intacte possible. On veut vraiment prendre soin de notre car, là, notre auto. Là, donc, parce que c'est notre courbe naturelle de cortisol qui va monter naturellement. T'sais. Fait que ce qui arrive, c'est que quand on booste notre cortisol avec la caféine, par exemple, pendant cette période-là, à la longue, ça va faire que notre corps, il va sécréter naturellement de moins en moins de cortisol. Parce qu'il va se dire, je vais avoir mon café de toute façon pour le sécréter. Fait que moi-même, je vais plus en sécréter. Fait que la personne va être de plus en plus fatiguée le matin. Elle va devoir avoir besoin encore plus de son café. Fait que on rentre dans un cercle vicieux où la plupart des gens se retrouvent dans la société. Hein? J'ai besoin de mon café, sinon je me réveille pas, tout ça. Mais ça, c'est que non seulement ça diminue notre réponse naturelle de cortisol le matin, qui est saine, et après ça, ça va faire qu'on va avoir toujours besoin de caféine dans la journée. Puis là, ça va inverser notre courbe naturelle de cortisol. Ça veut dire qu'on va se retrouver bien trop primé le soir. T'sais. Ça va monter notre cortisol le soir, tandis que c'est supposé être le matin. Ça l'est le plus. Alors, non seulement ça fait que c'est inversé, puis on dort moins bien, puis là, on est de plus en plus fatigué, fait qu'on a plus besoin de café le matin, fait que, tu vois. Mais il y a aussi que ça vient augmenter notre glycémie, fait que ça nous met aussi dans des montagnes russes de glycémie. Puis il y a aussi qu'il y a un phénomène au niveau hormonal qui s'appelle le prégnénolone steal, fait que le vol de la prégnénolone, qui est une préhormone qui est fabriquée à base de cholestérol et de protéines, qui est la base, le building block, là, la base des blocs Lego de nos hormones. C'est à partir de ça que notre corps va décider de faire soit du cortisol ou de la testo, de la progestérone, des oestrogènes, entre autres. Donc, si on prend un café le matin à jeun, on envoie tout le message à notre corps que c'est vers le cortisol qu'on doit envoyer l'énergie. Fait que notre corps, il prend tout ce bloc Lego-là, qui serait supposé de faire nos belles hormones sexuelles, vers le cortisol. Fait qu'on n'a plus de matière première pour faire après ça notre belle progestérone qui va nous calmer. Fait que ça va vraiment débalancer la femme au niveau hormonal,
Puis, tu sais, moins la femme fait de progestérone, plus elle va avoir de SPM, par exemple, puis d'anxiété, de dépression. Fait elle va mal dormir. Donc, tu sais, ça apporte plein de déséquilibre après ça. Puis ça, tu me parles beaucoup de café, là, mais c'est la même chose pour le thé, le matcha. Bonne question. Fait que l'effet est un petit peu moins intense, disons, avec le thé puis le matcha. C'est sûr que le matcha, tu bois la feuille de thé au complet. Fait que ça a quand même un bon kick puis un bon taux de caféine. Mais la théine puis les antioxydants du thé font que cette caféine-là est moins absorbée rapidement. OK. Ça fait plus un plateau à long terme. Donc, il n'y a pas de kick de glycémie autant. OK, donc c'était pertinent de préciser. Là. Oui. C'est vraiment le café particulièrement. Le café, c'est le pire. Ouais. Mais quand même, quand la femme est sensible, puis la plupart des femmes sont sensibles parce qu'on vit tellement de cortisol, on vit tellement de stress en général que je vais souvent dire aux femmes de même pas prendre de matcha à jeun là, ou de thé à jeun. Okay. Idéalement, c'est de vraiment attendre après qu'on a mangé, puis après ce quart-là de 2 heures. Okay. Fait que 2 heures après s'être levé, puis après avoir mangé. Fait que ça, c'est les petites règles au niveau de la caféine. T'sais. OK. Ah, ben, mon Dieu, c'est super intéressant. Là. J'aurais pas su. Là. Ouais, c'est pas quelque chose qu'on sait trop. Puis, penses-tu à d'autres choses alimentaires qu'on peut faire pour essayer de nous aider? Donc, comment on veut réguler notre glycémie aussi autrement au travers de la journée? Ça va être comment on va composer nos assiettes. Okay. Fait que nos assiettes, c'est ça, on veut vraiment les composer en premier de belles protéines. Fait que c'est vraiment les protéines qui vont nous aider à booster notre métabolisme, à fabriquer tout ce qu'ils ont besoin. Parce que une des choses que je remarque le plus aussi dans ma pratique, c'est que les femmes sont sous-protéinées. OK. Gravement. OK. Ouais. Ce que je vois avec les journaux alimentaires que je reçois, c'est que c'est pas rare que je vois des femmes qui mangent en bas de 50 grammes de protéines par jour. Là. Ça, c'est très, très, très peu. En fait, on devrait plus viser le 100 grammes par jour. 90-100 grammes. Fait que on est souvent sous-protéiné. Puis ça fait que, comme j'ai dit tantôt, l'allopregnanolone est faite de protéines et de cholestérol. Fait que si on n'a pas ces 2 éléments-là dans notre alimentation en quantité suffisante, le corps, il va pas fabriquer ce qu'il a besoin. Il va pas avoir la matière première pour fabriquer ses hormones. OK. T'sais? Fait que c'est absolument nécessaire qu'on ait assez de cholestérol dans notre alimentation et de protéines pour avoir un bel équilibre hormonal. Et du cholestérol qu'on mange ou du cholestérol? Dans les œufs, dans les bons gras, dans les bons poissons gras, le thon, le saumon, les sardines, si vous aimez ça, maquereaux, etc. Les noix, les graines. Bien faire attention que les noix et les graines soient pas rances. Okay. Souvent, ça fait longtemps que sont sur les tablettes. Hein? Fait que faut vraiment avoir des noix les plus fraîches possibles, les graines aussi, les garder au frigo. Pour le goût, ce serait quoi la raison? C'est que les gras sont complètement... ils sont oxydés, donc ils se transforment en gras trans qui sont toxiques pour nos cellules. OK. Fait que c'est pire de manger des noix rances que de pas manger. OK. Ouais. J'aime toujours ça, savoir le pourquoi. C'est bon. Parce que comme ça, tu sais, c'est plus... on y croit plus, puis on adhère plus aussi. Puis moi, j'adore expliquer. Je veux que la personne comprenne parce que c'est comme ça que je fonctionne aussi. Tu sais, je veux comprendre pour adhérer à quelque chose. C'est pour ça que je trouvais ça tellement... intéressant quand tu parlais là, des prises de sang. Ça fait plusieurs fois que je t'en reparle. Là. Mais c'est ça, tu sais. J'aimerais ça savoir, moi, OK, qu'est-ce qu'il y en est, puis pour pouvoir mieux m'ajuster par la suite, puis savoir, OK, moi, j'ai tendance à ça, donc il faut que je fasse plus attention que d'autres personnes à tel aliment. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, pour ça m'amène à parler des moniteurs de glucose en continu. Okay, ça s'appelle les Continuous Glucose Monitor. Pour les diabétiques seulement? Ou? Mais non, c'est ça. Ça serait hyper intéressant pour n'importe qui, en fait, pour suivre sa glycémie. Au moins qu'on le fasse 1 mois, par exemple. Que tout le monde ait accès à ça pendant 1 mois dans sa vie. On le porte, puis oui, il y a une petite aiguille là, qui rentre, puis ça prend notre glycémie en continu.
Puis ça viendrait nous dire comment toi-même, là, parce que ça va être différent, comme on parlait de phénotype, là, c'en est un, là. Ça va être différent comment tu vas assimiler ou digérer ou tu sais, comment ton glucose va s'adapter à une pomme ou à tel déjeuner ou au stress ou au café à jeun. Ça va tout changer pour tout le monde, au manque de sommeil. Ouais. Tu sais, il y a tellement de facteurs qui influencent la glycémie. Puis juste de faire ça, par exemple, 1 mois, moi, je ne l'ai jamais fait encore. J'aimerais vraiment ça avoir accès à ça, mais c'est hyper difficile, là, qu'on n'est pas diabétique. Hyper difficile d'avoir accès à ça. Fait que c'est ça pourrait nous dire plein d'informations qui nous aideraient à nous connaître. Puis après ça, on pourrait faire les choix en conséquence. Alors moi, je sais que le stress, le matin surtout, m'influence vraiment beaucoup. Ou dès que je dors moins bien, mon taux de sucre dans le sang, il augmente vraiment beaucoup. Fait que je dois vraiment prioriser mon sommeil, tu sais. Ou, moi, le café à jeun, ça me fait pas grand-chose. Fait que, tu sais, moi ça me va. Fait que je peux continuer, tu sais. Ouais. Fait qu'on saurait notre bio-individualité par rapport à ça. Pour mieux se comprendre. Pour mieux se connaître. Puis la médecine s'en va vers là, mais tu sais, il y a tellement à faire encore. Là. Les Oura Ring, par exemple, ou les Whoop. Ou, pour la température. Là. Mais ça fait plein de choses, le Oura. Ça fait aussi la variabilité cardiaque par rapport à ta gestion du stress. Ça peut donner plein de biomarqueurs qui vont nous aider à nous connaître. C'est ça, tu sais. Je pense que dans 20 ans, ça va être quelque chose qui va être vraiment mainstream, là, très répandu dans la société, mais ou peut-être moins que ça. Là, je dis 20 ans, mais c'est que le temps s'accélère tellement là, que c'est peut-être 5 ans là, maintenant, là, avec le ça va tellement vite. Là. C'est ça. Fait qu'on s'en va vers là, mais il y a encore beaucoup à faire. Puis c'est ça. Mon souhait, c'est qu'on apprenne à mieux se connaître autant au niveau des émotions, des sensations, que au niveau des biomarqueurs, justement, puis qu'on soit plus aguerri et outillé et supporté dans notre chemin de santé. Ouais, puis conserver la santé, puis la maintenir, puis la faire fleurir, tu sais. Pas juste pour éviter la maladie, tu sais. Non, mais comme tu dis, pour mieux vivre, pour se sentir bien. Là, être en vitalité, tu sais, être... Parce que c'est pas vrai que avoir 70 ans, par exemple, on va absolument être fatigué, puis on va se réveiller, avoir mal partout. Ça, c'est vraiment des préconceptions, tu sais, parce que si on revient, par exemple, à l'exemple de la périménopause, il y a plein de cultures plus traditionnelles que le mot ménopause n'existe même pas. C'est vrai, hein? Ça n'existe pas. Les femmes ne rapportent pas de symptômes. Parce que ben oui, elles sont sûrement plus, moins en fait bombardées par le stress, par des vies mal adaptées à leurs besoins, par les toxines environnementales, par le café. C'est des gens qui vivent peut-être plus en accordance avec des rythmes plus naturels. Okay. Fait que le corps est capable de s'adapter doucement, fluidement aux demandes changeantes de la baisse hormonale graduelle. Fait que les symptômes de périménopause qu'on vit, c'est vraiment une maladaptation. Puis c'est normal d'être mal adapté parce qu'on n'est pas supposé d'être adapté à des toxines, tu sais. Puis au stress, puis au café. C'est ça l'affaire. C'est ça, là, tu sais. On a le souvenir du corps, là. Fait qu'il y avait les protéines. Fait que des belles protéines, tu sais, soit des viandes. Puis, tu sais, c'est vraiment important de choisir comme des bonnes sources de belles viandes, tu sais, nourries à l'herbe, des œufs de poule heureuse, tu sais, si on consomme des produits laitiers, comme vraiment aussi de bonne qualité, les plus anti-inflammatoires possibles, tu sais, brebis ou chèvre, c'est encore mieux. Mais il y a aussi les bons gras. Fait que les bons gras, dont le cholestérol, comme on disait tantôt, mais aussi les oméga-3 anti-inflammatoires sont essentiels aussi à un bel équilibre hormonal et de la glycémie. Et légumes. On pourrait transformer notre santé juste en consommant plus de légumes. Veux-tu nous dire pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui savent qu'il faut manger des légumes. Ouais, il y en a beaucoup qui ne l'appliquent pas. Là. Pourquoi qu'il faut manger plus de légumes? Qu'est-ce que ça fait de bien dans notre corps? Les raisons principales, c'est vraiment à quel point ils vont moduler notre microbiote.
OK. avec les fibres, les prébiotiques puis les antioxydants que ça contient. Fait que ça va vraiment changer notre signature au niveau intestinal. Puis on sait que ces bonnes bactéries-là sont responsables de notre humeur, notre santé, notre immunité. Ils ont tellement un grand rôle. On commence à peine, en plus, je pense à tout savoir. On ne saura jamais tout, là, mais à comprendre leur importance. Ouais. Fait que c'est vraiment au niveau diversité du microbiote et c'est des prébiotiques, donc de la nourriture que ça contient, les légumes, pour nos bonnes bactéries. Fait qu'ils nourrissent notre bon microbiote. Ils vont aider notre corps au niveau hormonal à mieux métaboliser les oestrogènes aussi. Donc, c'est une partie, un sous-groupe, on pourrait dire, de bactéries intestinales qu'on appelle l'estrobolome, qui sont des bactéries qui sont faites là, pour bien métaboliser ou mal les oestrogènes. Donc, qui va dicter un petit peu si la femme est en dominance d'oestrogène ou pas. Donc, tu sais, il y a cet aspect-là de prébiotique, de diversité intestinale, puis on sait que plus le microbiote est diversifié, plus la personne va être résiliente, en santé, avec un bon système immunitaire, etc. Puis là, il y a le niveau antioxydant, tu sais, tous les antioxydants, les vitamines et les minéraux que ça contient. Ça, c'est sûr que toutes nos cellules, ça va augmenter la capacité de nos cellules puis de nos mitochondries dont on parlait tantôt à mieux fonctionner, tout simplement. OK. Fait que plus d'énergie, plus de vitalité, plus de parce que tu sais, la cellule, elle a besoin de vitamine E, A, C, D, magnésium, sélénium, zinc, tu sais, tous les petits minéraux puis les vitamines qu'on retrouve dans les légumes pour fonctionner optimalement. Tu sais, elle, c'est ses blocs Lego à elle, là. Donc, je vois que tu dis vraiment le mot légumes. C'est pas fruits et légumes. Ben, fruits. Les fruits, c'est bon aussi, là. Tu parles des vitamines et tout. Mais il faut vraiment mettre plus de légumes parce que dans les légumes, il y a plus de la bonne nourriture pour notre microbiote. Il y en a aussi dans les fruits. C'est juste qu'au niveau des fruits, ça va être plus glycémique. OK. Donc, tu sais, les légumes vont avoir souvent, tu sais, vont être moins élevés en indice glycémique, moins sucrés, donc, à part les légumes de racines, naturellement, mais c'est vraiment des bons sucres, on pourrait dire, là. Tu sais, s'il y a les carbs, là, qu'on appelle les glucides, là, complexes, justement, les meilleurs qu'on peut manger, tu sais, dans tout, tu sais, si on compare grains entiers, fruits, ça va être vraiment les légumes, les sucres des légumes racines. Ça, c'est betterave, courge, carottes. Tout ça, là, c'est vraiment les sucres qui sont les plus bénéfiques pour la santé. Ah, mais fait que c'est les derniers à couper. Je savais pas, ouais, c'est ça. OK. On ne devrait pas du souvent, là, moi, les patates douces, là, les patates douces, c'est bien vu. Aussi, les patates, tu sais, souvent, c'est comme, on n'en mange moins pas ça. Mais blanche, c'est ça. Il y a des bons glucides là-dedans. Il y a vraiment des bons glucides. C'est juste que, c'est ça, la patate blanche, il y a des gens qui vont réagir aux solanacées, qu'on appelle, qui sont une famille de légumes qui comprend l'aubergine, la tomate aussi, entre autres. Puis ça peut être un petit peu inflammatoire chez certaines personnes. Fait que des gens qui font de l'arthrite, par exemple, ou qui ont des douleurs inflammatoires, ça se peut que, tu sais, je vais proposer d'essayer, tu sais, de minimiser ça. C'est sûr que la patate a moins de fibres, par exemple, que la patate douce. La patate douce, quand même, est plus sucrée que la patate blanche. Mais tu sais, ce que je conseille en général, c'est que si on mange des patates blanches, c'est de vraiment toujours garder la pleure. Oui, il y a ça, là. Garder la pleure. Puis, patate grelots, c'est encore mieux que la grosse patate au four, mais ça fait partie d'une alimentation saine pareil. À cause du rapport pelure-chair, là. Comme bleuet sauvage puis gros bleuet. Il y a plus d'antioxydants dans les petits bleuets sauvages parce qu'ils sont plus petits puis il y a plus de pleure, tu sais. C'est ça, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah non, moi je pèle, ça dérange pas. » Mais oui, parce que toutes les vitamines sont... En fait, c'est juste en dessous, corrige-moi si je me trompe, juste en dessous de la pelure. De la patate, ou des légumes ou des fruits en ça général. Dépend, en fait. Ça dépend lesquels. Il y en a que c'est vraiment dans la pelure, comme la pomme. Il y en a que c'est juste en dessous, comme tu peux dire. Et puis ça, Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'une personne comme éduquée. J'avais comme entendu quelque chose, c'est comme juste en dessous, mais non, c'est ça. Des fois, c'est comme dedans. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est loin, je t'avoue. Là, c'est dans mes études de nutrition, plus en
retient, c'est que c'est pertinent puis c'est important de manger la pleure des aliments. Là. C'est ça. Je pense que c'est ça. C'est ça. Je ne vais pas dire pelle-la à moitié, ta pomme. Non, c'est ça. Mais... Mangeons la pleure. Puis, c'est pas juste pour les fibres, là, c'est aussi pour les antioxydants. Puis les antioxydants. Totalement. Mais oui. OK. Ouais. Cool. Fait que là, on avait justement protéines, bons gras et fibres et antioxydants dans les légumes. Fait que ça devrait être la composition de notre déjeuner, dîner et souper. OK. Puis même collation. Puis après ça, si on rajoute des glucides, c'est justement dans les légumes, donc les légumes racines comme on vient de parler, ou bien oui, des grains entiers, ça peut faire partie d'une alimentation saine, tout à fait. Puis en dernier lieu, ça va être les grains plus raffinés comme le riz blanc, farine blanche, tout ça. Fait que ça va être le dernier choix, là, disons. Puis là, est-ce que c'est pour une question encore là, d'équilibre que tu suggères de mixer les trois? C'est ça, pour réguler notre glycémie? Exactement. OK. Manger juste une pomme, c'est moins bon. Là, il y a la pleure, fait que ça aide. Oui, si on croque la pleure avec. Mais tu sais, juste une pomme en collation, puis disons que ça fait 3 heures qu'on a mangé, puis on a vraiment faim, ben ça va être bon pour remonter notre taux de sucre dans le sang. Mais si on n'a pas de protéines avec pour réguler cette glycémie-là, ça va retomber vite après. C'est ça. Parce que c'était juste des sucres. Puis si on fait ça année après année après année, c'est pas ta pomme là, qui va t'amener, qui va nous amener vers le diabète, mais c'est ce genre d'habitude-là, disons, de juste prendre du sucre au repas ou un gros plat de pâtes, par exemple, avec juste de la sauce tomate qui régule pas pantoute la glycémie, qui peut mener vers une résistance à l'insuline qui apporte d'autres problèmes. Ouais. Fait que même les SPM d'une femme, ça va être en premier, souvent je regarde la glycémie. Là. Fait que est-ce qu'elle régule bien sa glycémie? Parce que dans la phase lutéale, donc la phase après l'ovulation, là, prémenstruelle, notre glycémie est encore plus importante à être gérée dans cette période-là, parce que le corps est moins soutenu par les oestrogènes. Puis la progestérone, elle nous rend moins sensibles à l'insuline. Donc, on a encore plus besoin de réguler notre glycémie avec ces petits trucs-là. Donc, protéines, bons gras et fibres à chaque repas. Puis un peu de glucides, là, c'est pas à mettre complètement à côté, là, c'est pas ça que je veux mettre comme message, là. On inclut les glucides, mais c'est pas notre priorité. C'est pas ça qui prend le plus de place dans notre assiette. Ils vont venir de toute façon. Donc, je pense que oui. Mais c'est super intéressant parce que justement, moi, en traitement de fertilité avec les syndromes des ovaires polykystiques, ben, on me donnait de la metformine, un médicament qu'on donne. La sensibilité à l'insuline. C'est ça, exactement, qu'on donne normalement aux diabétiques. Là, je fais, mais là, est-ce que je suis diabétique? Je me dis, non, mais ils ont constaté qu'il y avait effectivement un lien. Là. C'est excellent, ça, parce que des fois, le médecin il va juste donner du clomide, par exemple, pour booster l'ovulation, mais ça ne règle pas du tout la source du dérèglement de la résistance à l'insuline dans le SOPK. Fait que c'est vraiment, il faut traiter la résistance à l'insuline, qui amène un taux d'androgène trop élevé. Donc, pour moi, ça, la metformine, je ne sais pas s'ils t'en ont parlé, mais l'inositol est un autre supplément qui fait le même effet que la metformine, mais sans tous les effets secondaires. OK. Fait que fait que l'inositol, moi, c'est vers ça que je vais en premier. Puis les résultats sont aussi beaux que la metformine. Mais là, est-ce que si j'avais su tout ça, là, mettons, avant, là, puis que là, j'aurais dit, OK, parfait, là, je vais me faire des prises de sang, là, j'adapte mon alimentation, j'aurais-tu pu m'en passer de la metformine? Oui, complètement. C'est ça, hein? C'est... Je veux pas, tu sais... Non, mais peut-être. Oui, tu sais, une fois, je recevais une acupunctrice, puis j'ai dit, en fond, c'est notre fausse. Elle n'osait pas trop me répondre, là, mais, tu sais, puis sans se dire, sans se culpabiliser, là, mais juste se responsabiliser. Puis juste d'en prendre conscience, ben, tu sais, peut-être que dans mon cas, il est peut-être un peu tard, mais comme tu dis, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais c'est ça, tu sais, savoir OK, oui, effectivement, l'alimentation a vraiment un impact énorme. Tu sais, ça va peut-être plus encourager les personnes à juste dire, juste aussi s'attendre à ce que ce soit juste la médecine qui règle le problème. Mon Dieu. On ne peut plus juste dépendre de la médecine. T'sais, on doit être notre propre médecin en 2025. On doit être notre propre chercheur, puis comme on doit prendre responsabilité pour notre santé absolument parce que il y a trop de
de trous, justement, là, dans les soins qu'on nous offre, qui, comme on a dit, c'est pas de la médecine préventive. Fait qu'on doit aller combler ces trous-là avec d'autres experts, d'autres, aller s'informer, on n'a plus le choix. Puis même moi, je le fais aussi pour moi-même, là. On doit devenir notre propre avocat pour notre santé. Puis... Oui, ben, tu as vu le documentaire, j'imagine, de Joanne Lacroix, de oui. patients participants, là. Mm-hmm. Puis c'est ça, là. C'est pas juste, attends, guérissez-moi, s'il vous plaît. Oh, que non. Il faut participer. Participant, puis justement, c'est ça un de mes rêves, ça fait partie de mon rêve de qu'on inclue le client, le patient, dans ça, parce que c'est elle ou lui qui va avoir qui doit avoir le consentement, justement, sur ce qu'il veut faire, puis justement, d'avoir tous les choix devant nous, d'être informé de tout ce qu'on peut faire, puis d'avoir d'autres avis, pas juste médecine traditionnelle ou holistique, on veut tout savoir, puis tout mettre ensemble pour être au mieux informé, puis faire nos choix après qui seraient le plus éclairés possible. Ben c'est ça. Puis aussi, peut-être qu'en rapportant, plus on rapporte, comme l'anecdotique qui devient finalement un sujet de recherche, plus on est là à rapporter des choses aux médecins. Là, ils vont être informés, puis peut-être que ça amènera aussi des recherches. C'est contre plus pour la femme, parce qu'on est encore sous-financé dans les recherches, malheureusement. C'est quoi dans la testostérone, bioidentique pour l'homme, elle est remboursée par la RAMQ depuis 2001, si je me trompe pas. Mais on sait que le prométhium puis l'estrogel, ça fait quoi? 3 ans, 4 ans? Puis c'est grâce à l'automéno de Véro puis de Sylvie Demers, justement, la pétition qu'ils ont fait. Fait que c'est fou. Il y a 20 ans de différence sur la disponibilité. Puis avant, les femmes, moi, je sais que ma mère, elle prenait ces hormones-là. Son médecin, c'était Sylvie Demers. OK. En Outaouais. Puis elle me disait ça, elle m'en parlait avant que je sois intéressée aux hormones. J'étais toute petite, puis elle m'en parlait, puis je comprenais pas trop, dans ce temps-là, c'est sûr, là, disons à 25 ans. Là, mais là, mais c'est ça, elle payait, je me souviens qu'elle me disait, ça coûte cher, les hormones. C'est pas que... Elle a des moyens financiers, là, mais c'est juste que je me souviens qu'elle m'avait mentionné ça, que c'était un budget pareil. Là. C'est comme un bon 200$ par mois. Là, puis il faut le compter dans le budget. Là, si tu veux te sentir mieux. Mais là, c'est remboursé. Mais si ça avait été les hommes, écoute, ben justement, là, depuis 2001, c'est remboursé. Fait qu'on est toujours en retard. Il faut toujours plus faire d'efforts pour être entendu, valorisé. Fait que c'est ça. C'est plus long. C'est une bataille. Ça devrait pas être une bataille, mais non, mais je pense qu'on a reçu Clara Bolster-Foucault qui étudie en recherche, là, en fait. Puis elle nous disait que, de plus en plus, les personnes en recherche sont des femmes. Et puis là, les sujets de recherche, souvent, sont choisis par l'intérêt du chercheur, de la chercheuse. Donc, on voyait quand même une belle lueur d'espoir là, pour l'avenir. Là. Tant mieux. Donc, à suivre. Là. Puis, t'aurais-tu d'autres trucs à nous donner pour qu'on puisse mieux vivre les menstruations individuellement, collectivement, qu'on n'a pas parlé? J'aimerais ça revenir à quand on parlait de la courbe de cortisol, parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup chez mes clientes. C'est que non seulement la courbe est inversée, mais justement, ce qui va nuire à notre sommeil. Puis, en fait, le sommeil est un aspect extrêmement important au niveau hormonal, de la santé hormonale, vu son impact aussi grand. Une mauvaise nuit de sommeil peut augmenter notre glycémie le lendemain de 30%, 30 à 40%. C'est quand même beaucoup, là, c'est pas négligeable. Puis là, ça va perturber nos hormones après ça. Donc, puis ça peut nous mettre en dominance d'œstrogène aussi. Fait qu'on veut vraiment prioriser notre sommeil, c'est-à-dire avoir une belle routine de sommeil. Et ça m'amène à parler des fameux écrans. Oui. Par rapport au sommeil, là, c'est intéressant de savoir pourquoi. On dit il faut bien dormir, c'est important le sommeil. Oui, mais OK, mais pourquoi? Là, tu nous le dis, là, enfin, ça vient augmenter le lendemain. Tu veux que je t'en donne d'autres, c'est que ça augmente la neuroinflammation. Ça va augmenter l'inflammation au niveau du cerveau. On sait que quand on est un lendemain de veille ou on a fait
de l'insomnie, c'est tout brumeux dans la tête, le brain fog, tout ça, mais ça, c'est de l'inflammation dans le cerveau. Fait que ça, on sait que c'est dommageable pour nos cellules du cerveau, nos neurones. Donc, on veut vraiment prioriser le sommeil, c'est certain. Puis ça augmente le cortisol aussi. Ça fait vieillir le corps énormément. Le cortisol, le stress chronique fait vieillir le corps. Là. Je relate là-dessus. Ouais, c'est ça. Toutes les mamans vont relater. N'importe qui. Fait que ces 3 grandes choses-là qui sont pas négligeables. Fait que tout le corps, le métabolisme ralentit, le taux de sucre dans le sang est plus haut, le cortisol est plus haut, l'inflammation. Fait que c'est normal là, qu'on se sent tout croche là, quand on dort mal. Donc, puis là, les écrans. Les écrans. Fait que je sais qu'on m'aime pas quand je commence à parler de ça, mais tu sais, il y a vraiment un impact des écrans qui est prédominant dans notre société. On est tout le temps collé sur notre téléphone, ou sinon c'est la télé, sinon c'est l'ordi, tu sais, ou l'iPad. On a toujours un écran en face. Puis on n'a pas évolué dans la génétique là, de l'humain, on n'a pas évolué avec un écran d'en face. Donc, le corps est mal adapté à ça. Puis, il fait tant bien que mal, il essaie de s'adapter, mais ça crée toutes sortes de déséquilibres hormonaux dans le corps, dont une baisse de mélatonine qui va moins bien nous faire dormir et une hausse de cortisol. Puis la mélatonine est très antioxydante aussi. Puis, c'est ce qui permet au corps de se régénérer quand on dort. Que la mélatonine est extrêmement importante. On en sécrète naturellement dès le matin pour la nuit suivante. Fait qu'il faut prendre soin de notre mélatonine, vraiment, dès le matin, tout le long de la journée, pour avoir des beaux dodos. Fait que, comment? Celle qu'on sécrète naturellement, j'imagine que c'est pas l'équivalent de celle qu'on prend en pilule. Non. C'est pas dans le McDo. Non, exactement. C'est pas pareil. Fait que c'est la naturelle, elle va toujours avoir les plus grands effets antioxydants. Tu sais, même qu'on voit pas vraiment l'effet antioxydant de la mélatonine qu'on achète en supplément. Il y en a peut-être une mini, là, mais c'est rien à comparer à celle qu'on produit naturellement. Fait que c'est la manière du corps, du cerveau, qu'il a trouvé pour se régénérer le soir. Fait qu'il fait le ménage des cellules mortes ou sénescentes, tu sais, qu'on appelle. Fait que ça fait vraiment du ménage là, dans le cerveau quand on dort. C'est pour ça qu'après une bonne nuit de sommeil, là, mon Dieu, on se réveille puis on est comme neuf, là, tu sais, neuf. Là, on est régénéré et tout parce qu'il y a réellement eu un ménage dans notre corps, dans nos cellules. Fait que tout ça pour dire que les écrans viennent perturber notre cortisol puis notre mélatonine. Et ça va nous faire moins bien dormir, moins sécréter de mélatonine. Fait qu'on est moins capable de se régénérer, puis on fait vieillir le corps et le cerveau beaucoup plus vite. Puis on s'amène en déséquilibre hormonal beaucoup plus vite, tu sais. Fait qu'il y a le pregnenolone still, tu sais, on fait moins de progestérone, on a plus de SPM. Fait que, tu sais, tout s'enchaîne aussi. Fait que comment, des petits trucs que je propose à mes clientes pour essayer de réduire au maximum les effets néfastes des écrans, c'est premièrement, on se met un filtre sur son téléphone tout de suite. Un filtre de lumière rouge. Un filtre pas par-dessus, pas physique. Là. Non. Parce qu'il y a les fameux écrans bleutés là, où pour couper la lumière bleue, c'est ça. C'est pas ça. Ben, si tu voyais mon téléphone en ce moment, tu verrais pourquoi il est si rouge que ça. Moi, il est toujours rouge. Là. Tout le monde me demande à chaque fois. Puis ça, c'est dans... Excuse-moi, je suis vraiment... Pour un Apple, pour Apple, ça va être différent de iPhone puis Android. Fait que pour iPhone, c'est dans les réglages. Si vous tapez dans la barre de recherche en haut, tapez filtre de couleur. Au pluriel. Et là, on tombe sur les crayons. Il y a plein de petits crayons, là. Puis là, on va choisir en bas. C'est écrit... c'est le dernier choix en bas. Là. Je me souviens plus qu'est-ce qu'ils disent, mais il faut mettre on. Puis après ça, il va y avoir une barre d'intensité de rouge. Fait qu'on la met... Quand elle est au max, c'est très rouge. On voit plus rien, là. Moi, elle est comme aux 3/4, disons, tout le temps. Fait qu'elle est tout le temps là. Fait que ça, c'est pas, tu sais, ça va pas perturber mon cortisol dans la journée. Le fait que ça soit complètement ou mieux? Mieux. En fait, il y en a toujours un petit peu, puis c'est correct dans la journée. Dans le fond, ce qu'on cherche à faire avec la lumière bleue, l'exposition aux écrans, tout ça, c'est d'imiter la lumière naturelle du jour. Notre exposition naturelle, comme si on vivait dehors. Hein? On est loin de là. Mais, tu sais, disons qu'on vit dehors, ben, le matin, le soleil va sécréter, il va avoir un certain nombre de lumière bleue, de rayons bleus et de rayons rouges, tu sais.
Puis le soleil a toujours le spectre complet, mais ça change au fil de la journée. OK. Le top qui va avoir de rayons bleus, ça va être vraiment vers midi, tu sais, midi, 1 heure. Après ça, ça va diminuer. Puis le coucher de soleil, hein, il est très rouge, fait que c'est vraiment de la lumière rouge. C'est comme une thérapie aux lumières rouges, là. Donc, fait que, tu sais, le matin aussi, c'est plus rouge, il y en a moins de bleu. Fait que si on commence notre journée avec le téléphone, avec l'écran blanc, bleu, tu sais, avec la lumière bleue d'en face le matin, on monte notre cortisol d'un coup, puis on dit au corps, il est midi, 1 heure. Là, le corps, il comprend plus rien, fait qu'il sécrète son cortisol, il se sent en retard, fait qu'il va... c'est comme prendre un café, en fait. On va beaucoup monter notre sécrétion de cortisol. Puis après ça, ça va faire la même chose qu'on parlait avec le café qui va perturber notre courbe naturelle de cortisol. Puis même chose, si le soir, on se couche avec notre écran bleu d'en face, ça va dire « il est midi, 1 heure ». Fait que le corps va dire « ben c'est pas le temps de se coucher, tu sais, go, on produit du cortisol ». Fait qu'on pourra pas dormir. Fait que tu sais, des fois, on s'endort, mais il va y avoir un rebond de cortisol dans la nuit vers 2, 3, 4 heures du matin. Puis là, la personne me dit « tu sais, je m'endors bien avec mon écran d'en face, mais je me réveille une couple d'heures après, puis ça marche plus, là ». Ah ouais, OK. Ouais, ça arrive. Intéressant, ça. Ouais. Fait que, tu sais, des petits trucs. Fait que c'est mettre cet écran rouge-là pas mal en continu. Là, c'est plus facile que de changer les taux. Mais si vous voulez, mettez-le plus foncé le soir, plus foncé le matin, puis dans la journée, un petit peu moins, tu sais. Puis tamisez les lumières le soir. Allumez pas vos gros LED dans la cuisine, tu sais. Mettez des lampes de sel. Mettez des... Oh mon Dieu! mettez des petites ambiances romantiques. Mettez des ampoules Edison que j'ai chez moi. C'est vraiment le fun pour les lampes de chevet, la lumière dans la salle de bain, tu sais, quand on se lève faire pipi une dernière fois avant de se coucher, tu sais, au lieu d'allumer la grosse lumière, une petite ampoule Edison à filament, là, tu sais, 40 watts. C'est parfait pour le système nerveux, ça nous réveille pas trop. Okay. Tu sais, c'est doux, là, pour le corps. Fait qu'on fait ça matin et soir. Fait qu'on n'allume pas les grosses lumières non plus le matin, là, intensément. Il y a ça. Puis, moi, j'ai des lunettes aussi, anti-lumière bleue. OK. Je les mets pour travailler à l'ordi, parce que je travaille des longues heures à l'ordi, comme beaucoup de monde. Fait que c'est sûr, je vais mettre mes lunettes dans la journée. Qui n'ont pas de force, là. Ils n'ont pas de force. Tout le monde peut acheter ça. Où est-ce qu'on achète ça? En ligne. Moi, j'utilise la compagnie que je préfère. J'en ai essayé plusieurs, mais c'est les Viva Rays. OK. Viva Rays. Ils sont pas commandités, là. C'est vraiment... Je suis pas du tout commanditée. Je reçois absolument rien. Non, mais... si vous m'écoutez. Non, mais c'est bon de savoir. C'est ça que tu as essayé. Oui. J'ai essayé les Roca. C'est quoi les différences, mettons, entre les différentes? Pourquoi tu préfères celle-là? Je trouve que Viva Rays, ce que j'aime de cette compagnie-là, c'est qu'ils ont des lunettes de jour, de evening, de soirée et de nuit. OK. Donc, ils sont jaunes, orange ou rouge. OK. Et ça va vraiment imiter des filtres, l'intensité des filtres qu'on peut mettre sur le téléphone. Fait que les jaunes, ils perturbent pas du tout les couleurs pour la journée. Fait que c'est le fun de... pas du tout. On s'entend un petit peu, là. Fait que si tu magasines des vêtements, essaie de les enlever puis pour bien voir les couleurs, parce que ça m'est déjà arrivé de recevoir des choses. Je suis comme, oh boy. C'est vrai? Oh mon Dieu! OK, c'est drôle. Je sais pas si c'était des vêtements, là, mais c'était comme quelque chose de couleur, là, puis c'était vraiment pas la couleur que je cherchais. OK. Un sofa, je pense. OK. Wow. Ouais, un sofa sur Marketplace. Pas bonne idée. Pas bonne idée. Fait que, enlever ça avant. Fait que mais ça, c'est l'équivalent de l'écran que je parlais physique là, qu'on met. Là. Oui. Puis toi, pourquoi tu choisis les lunettes versus un... c'est que sur mon ordi, tu sais, j'ai aussi un filtre en passant sur l'ordi qui s'appelle F-Lux. F.lux. Vous pouvez taper ça .com, je ne suis pas commandité non plus, mais c'est gratuit. Tu télécharges ça, puis tu peux régler ton intensité de luminosité sur ton écran d'ordi. Alors, il y a aussi ça, mais je trouve que c'est pas aussi intense. C'est sûr que je pourrais le régler un petit peu plus intense, là, mais j'ai quand même de la fatigue oculaire, je trouve, quand je travaille longtemps à l'ordi. Puis les lunettes m'aident encore plus. OK. Puis surtout depuis la commotion cérébrale. J'ai une commotion en janvier, fait que je trouve que c'est encore plus pertinent pour moi de les mettre plus souvent. C'est bon. Ça fatigue moins. Puis je sais pas à quel point le F-Lux, il coupe, il est efficace pour la lumière. En tout cas, je sais pas. Il met le ton. Et peut-être aussi parce que maintenant, il y a tellement de grandeur, de format d'ordinateur, d'écran, d'iPad. Ouais. Peut-être que là, ça devient un peu trop complexe de mettre l'écran.
Ouais. C'est ça, que de mettre les lunettes, qui c'est aussi bon C'est pour ça. le téléphone, l'iPad. C'est ça, la télé, tu sais. Fait que Ouais. sur la télé, si les gens écoutent la télé, moi, j'en ai pas, mais si quelqu'un tu écoute mets la pas télé, c'est ça. ici, là. Non, c'est ça, exactement. Ouais, OK, Fait que, OK. fait que c'est ça. Fait que pour Android, tantôt, je l'avais pas dit, mais pour Android, c'est une application qu'il faut télécharger. C'est pas dans les réglages. C'est une application qui s'appelle Twilight. OK. Il y en a plusieurs, là, mais entre autres, Twilight, il paraît que ça fonctionne bien. OK. Pour l'ordi, c'est F-Lux, puis c'est ça. Fait que j'ai les lunettes. Autre chose, j'ai une petite lumière rouge aussi. OK. Fait que qui est grosse à peu près comme ça. T'sais, il existe des gros panneaux là, de lumière rouge là, qui sont plus des quelques milliers de dollars. Mais moi, j'ai un petit truc à 300-400 $, qui est OK. raisonnable. Mais bon, c'était quand même une dépense pour moi quand qui même, était importante. oui, oui. Puis que j'adore, en fait. Fait que le soir, avant de me coucher, je fais toujours mon 10 minutes de ça. Puis des fois le matin aussi. Puis des fois dans la journée quand je veux me relaxer, tout ça. Mais surtout le soir, là, je me tiens à peu près 10 cm de ces lumières-là qui sont très puissantes, qui pénètrent le derme, puis qui aussi activent les mitochondries. Puis il y a plein de bénéfices à ça. Mais ça va venir m'aider à sécréter ma mélatonine. Okay. Fait que je dors vraiment mieux quand je fais ça. C'est un peu l'inverse des lampes solaires. Oui. Tu sais, les lampes solaires, c'est le contraire. Oui, j'en ai une aussi. J'ai une lampe solaire. OK. Mais tu vois, moi, ça me fait trop élever mon cortisol. T'sais, fait qu'il faut faire attention à ça. Il y a des gens qui vont dire dès que tu te réveilles, fais ta luminothérapie, là, allume ta lampe de luminothérapie dès le matin, mais c'est comme prendre un café. Ça peut vraiment élever le cortisol puis dire à ton corps qu'il est midi, tandis qu'il y a encore 7 ou 8 heures le matin. Donc, c'est un petit peu trop. Fait qu'il faut y aller quand même mollo avec ça, puis pas trop en faire. C'est pas 1 heure. Tu mets pas ça à côté de ton ordi en travaillant pendant 1 heure. C'est comme trop, là, tu sais. Être trop boosté, là. Fait que, puis déjà, là, qu'on est trop stressé d'avance, tu sais, il faut essayer de calmer notre cortisol. Donc, tu sais, un 10-15 minutes par jour max, puis pas trop tôt le matin, puis surtout pas trop tard le soir, tu sais. OK, ouais, c'est ça, tout ça, parce que sinon, ça vient trop nous exciter, puis augmenter le cortisol. C'est ça. On dort moins bien la nuit, là. Puis une petite règle de base, c'est pour les téléphones ou les écrans, c'est essayer de les couper, tu sais, 1 heure avant le sommeil. Oui, idéal. Et le matin, ce serait 1 demi-heure après s'être levé. OK. Fait que la première demi-heure, tu sais, essayez de pas regarder votre téléphone, même s'il y a un filtre, parce que ça reste quand même stimulant pour le cerveau, puis ça vient sécréter de la dopamine, hein. Puis juste le fait que, disons qu'on scrolle le matin en se réveillant ou en se couchant, même si on met notre beau filtre rouge, puis en plus nos lunettes rouges et tout le kit, il y a une stimulation au niveau cérébral puis de neurotransmetteurs. Et ça vient aussi comme, pas nécessairement perturber nos hormones comme telles, mais nous amener en dépendance de dopamine, tu sais. Fait que si on est tout le temps en train d'être accro à dopamine, ça vient créer d'autres débalancements là, au niveau du corps. Puis c'est sûr que ça augmente le cortisol aussi. Oui, ben il y a Claudine Langlois qui nous expliquait que dès qu'il y a un écran, c'est pas nécessairement juste la lumière dont tu viens de nous parler, c'est le traitement d'image. De l'information. Oui, c'est ça. Il y a trop d'informations. Ouais. Notre cerveau est encore pas adapté à ça. Ouais. C'est pas naturel. Là, dans la nature, oui, tu as des milliers de feuilles dans les arbres, mais ton cerveau va pas traiter toutes les feuilles en même temps. Elle a des petites rainures, elle a une petite maladie. Tu sais. Ouais. Ah, c'est ça. Fait qu'on est trop bombardé par de l'information. Puis il faut vraiment essayer de revenir. Surtout, ce qu'on fait le matin en se levant et le soir en se couchant va vraiment déterminer comment notre journée va se passer. Puis surtout la qualité du sommeil qui va influencer l'autre. Complètement, exact. Tout est un cercle vicieux. Oui, vertueux ou vicieux. Oui, c'est ça dépend. Qu'est-ce qu'on regarde? Oui. En tout cas, merci. J'en ai appris beaucoup aujourd'hui. Puis là, à la fin de chaque épisode, je demande toujours à l'invité comment elle a vécu ses menstruations. Toi, est-ce que tu t'en souviens? Je m'en souviens, bien sûr. Je pense que tout le monde s'en souvient ou presque. Là. Mais moi, j'avais 13 ans à peu près. J'étais en camp musical. J'ai fait beaucoup de piano quand j'étais petite. J'ai commencé à 5 ans. Puis j'étais dans un camp musical au Lac-Saint-Jean, à Letchouane. J'étais toute seule, tu sais. Je vivais chez mon parrain, en fait, qui habitait là. Et ça s'est passé là, cet été-là. Et puis, ce que je me souviens, c'est que ma mère, en fait, était venue en visite dans ce week-end-là ou cette semaine-là. Puis ce que je me souviens, c'est que c'est arrivé, je savais aucunement ce qui se passait, aucunement informée. Tu savais pas c'était quoi les menstruations? Ben, oui, je le savais, mais
j'étais comme démunie un peu. Ouais. Tu sais, j'avais déjà vu ma mère, tu sais, comme le sang de ma mère dans la toilette, tu sais, puis j'avais vu, tu sais, ses serviettes, tout ça. Mais à part de ça, là, je savais pas quoi faire. C'était vraiment démunie au niveau qu'est-ce qui va se passer, pourquoi ça se passe dans mon corps, qu'est-ce que je dois faire, tu sais. Fait que je me souviens de l'avoir dit à ma mère. Puis, heureusement, c'était le bon week-end. Oui, qu'elle était là, vraiment. Puis, elle m'a glissé une grosse serviette, tu sais, de ma tante. C'est un petit peu comme ça. Puis, je sais pas si elle m'a dit quelque chose comme soit discrète ou, tu sais, mais je me souviens que c'était. Il y avait Juste pas de conversation. Ouais. Juste La conversation était pas ouverte. Ouais. C'était pas. Viens-t'en, ma fille, on va en parler, là, tu sais. Puis c'est pas de sa faute, là, tu sais. J'ai une super maman, puis je l'adore, mais c'est comme, il y avait pas cette éducation-là de viens, comme, parle-moi comment tu te sens, puis on va fêter ça ensemble, puis c'est extraordinaire, t'es une femme, puis, tu sais, c'est un passage, là. C'était vraiment très caché, très tabou. Mets-toi ta serviette, puis parle-en pas trop, tu sais. Puis là, je me souviens, je marchais dans la rue, puis je me sentais en couche, là, puis j'étais comme. C'est ça! Mon père dit, ouais, mais comment ça, tu manges jamais? Je vais tout seul marcher avec une grosse affaire à tes jambes. C'est ça! Sûrement plein de perturbateurs endocriniens, là, c'était comme des always, là, tu sais. Hey, 90% de plastique, fait que oui, tu sais, ouais. Fait que c'était ça mon expérience. Mais là après ça, ça s'est mieux passé. Il n'y a pas eu plus, tu sais, d'éducation. C'est resté très tabou dans ma vie. Jamais on s'est assis ensemble pour en parler. Ben, d'où l'importance d'en parler publiquement. Ben, Parce qu'il y en a encore des familles où est-ce qu'ils sont pas à l'aise d'en parler. Ouais. Fait qu'au moins, ben, les personnes auront accès à un peu d'informations. Puis, ouais. Puis tu sais, moi j'ai eu la chance de comme pas avoir eu de crampes, j'ai pas eu d'acné, j'ai jamais eu mal. Moi, j'ai pas eu des flux abondants. Tu sais, j'ai comme, tu sais, j'ai été chanceuse là, à ce niveau-là. Fait que j'ai pas eu à aller chercher, tu sais, parce que je ne souffrais pas de ça. Moi, ça a été d'autres choses. C'est plus, en tout cas, dépression, anxiété, migraine, etc. Mais tu sais, justement, il y a pas eu cette recherche-là. Puis quand le médecin m'a proposé la pilule à 15 ans, je fais bon, je prends ça, puis c'est tout. Tu sais, j'ai pas été informée. C'est pour ça que je disais que le consentement est tellement important là-dedans. Puis l'éducation, dans le fond. Ouais. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'ai une petite cocotte de 3 ans et demi. Puis, tu sais, j'ai tellement hâte que ça se passe. Puis, je vais faire une fête avec ses amis. Je vais y faire une trousse, tu sais, de menstruation. Puis, tu sais, je vais tellement la préparer à ça. Puis, tu sais, ce qu'on dit, c'est que si la jeune fille, avant 11 ans, n'a pas été exposée à des conversations, justement, par rapport à ça, ça va rester tabou. Longtemps dans sa tête. Fait qu'il faut exposer la fille, il faut y en parler avant cet âge-là. Sûrement. Dès les premières questions. Oui. Et c'est sûr qu'il va voir quelque chose traîner ou en train de se changer ou, tu sais, d'ouvrir la conversation. Ouais. Vraiment, vraiment. Fait que, tu sais, moi, j'ai tellement hâte. Puis déjà, en ce moment, elle a 3 ans, elle me pose des questions. Puis je fais mes massages des seins. Puis là, elle me demande, qu'est-ce que tu fais, maman? Je me masse les seins. Puis, tu sais, je prends soin de moi. Ben oui. Je veux qu'elle ait un modèle de maman qui prend soin d'elle. Qui minimise pas l'importance de ça, puis qu'elle apprenne elle-même à prendre soin d'elle, justement, puis que ça soit pas quelque chose de faible, tu sais, de se reposer puis de prendre soin de soi. Non, au contraire. C'est par l'exemple, en te voyant, en t'entendant parler aussi avec confiance, puis mais il n'y en a pas de tabou, tu sais. Fait qu'après ça, ben, elle va être plus outillée si elle le mettait à l'école, tu sais, les fameux tabous à l'école. Pour elle, il n'y en a pas. Ben non, elle va mieux savoir comment répondre, comment réagir à ça. Là. On croise les doigts. Ben oui. On ne sait pas, mais quand même, je pense qu'il y a plus. Ça va influencer. C'est ça, c'est sûr. Aussi, c'est sûr. Ben merci beaucoup. Ça fait Puis, merci pour l'invitation. À bientôt.